Willy Schren, bonjour et bienvenue. Bonjour. Un mot de la réforme de la retraite, tiens, par exemple. Travailler plus tard, c'est partir moins tôt, profiter de la chasse. Donc, est-ce que vos adhérents sont contre cette réforme ? Bon, je pense que les chasseurs sont comme tous les Français. Disons que dans cette réforme, on aurait pu offrir plus de solutions aux Français. Voilà, il y a peut-être d'autres pistes. Plus de souplesse. Bon, plus de souplesse. Voilà, peut-être qu'une heure par semaine de plus travailler aurait réglé le problème, ou peut-être alourdir un petit peu la pression fiscale là-dessus. À voir. Mais ce qui est sûr, c'est que les Français, pour certains, n'ont pas du tout envie de partir à la retraite plus tard. Et parmi les chasseurs passionnés qui attendent peut-être la retraite, effectivement, pour chasser un peu plus. Pour chasser un peu plus. Comment les chasseurs ont-ils accueilli sur le terrain les dernières mesures concernant leur sécurité? Par exemple, l'interdiction totale de l'alcool, enfin le 0,5 g. Écoutez, les chasseurs attendaient surtout une réponse par rapport à ces demandes répétées de l'écologie radicale sur le fait de ne pas chasser le dimanche, ce genre de choses qui, là, étaient quand même très rares, parce que la plupart des chasseurs, c'est leur jour de repos comme tout le monde, et c'est là où ils vont la chasse. À partir du moment où ce que propose la secrétaire d'État Bérangère Couillard nous paraît cohérent, voilà. C'est bien passé. C'est plutôt bien passé. Bon, il y a un peu de boulot pour mettre ça en place maintenant, mais on est, pour une bonne partie de ces réformes, j'irais dans le bon sens. La problématique du partage du territoire et du temps avec les non-chasseurs, elle va revenir, on le sait, c'est un débat récurrent. Est-ce que, par exemple, un partage horaire, parce qu'on chasse souvent tôt le matin, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, le dimanche à partir de 14h, le mercredi à partir de 14h, plus de coups de fusil? Alors, c'est difficile ce que vous demandez là, Christophe Barbier, parce qu'on chasse sur des territoires privés. À 85%. Donc à partir de là, il est quand même compliqué d'expliquer, et moi j'ai beaucoup de mal à l'entendre, qu'on puisse me dire, tu ne peux pas aller chasser chez toi parce que tu vas ouvrir ton territoire privé à des personnes qui voudraient, je dirais, l'utiliser à un horaire précis. C'est quand même un petit peu difficile. La propriété privée, c'est quand même fondamental dans ce pays. Alors après, il y a des territoires publics, des forêts domaniales, des forêts communales. Elles sont déjà extrêmement partagées, où la chasse est souvent limitée à 1 voire 2 journées par semaine. Dans beaucoup d'endroits, jamais le week-end, jamais le mercredi. Donc tout ça, on oublie de le dire, mais il y a déjà un partage qui s'effectue. Et puis, Christophe Barbier, la chasse en battue, qui est la plus décriée, elle commence quand? Elle fait novembre, décembre, janvier et des fois février. Le reste de l'année, il n'y a pas de battue. Donc, il y a déjà un partage. Il y a une application numérique qui doit être créée à travers une plateforme pour que chacun puisse savoir s'il y a des battues dans l'endroit où il va se promener. Ça va coûter cher. Vous pensez que ça sera réalisable? Vous allez financer, cofinancer? Alors, ça va être difficile de financer pour nous. Je pense surtout que c'est pas la bonne solution. Ce que les gens recherchent, vous avez 2 types de Français d'ailleurs qui sont dans la nature avec nous. Vous avez on va dire des professionnels de la nature, des gens qui font de la marche, de la rando, du VTT et qui partent pour 10, 20, 30 km et qui traversent beaucoup de territoires. Ces gens-là, ils ont déjà une application. Ça s'appelle Suricate pour le vélo, ça s'appelle Marando pour les promeneurs. Il suffit de rajouter l'option chasse. C'est déjà des gens qui signalent un arbre tombé sur un chemin, de l'eau quelque part, un truc qui est fermé, on peut pas passer. Rajoutons effectivement cette option chasse, et c'est déjà leur application, donc il ne faut pas les contrarier à créer quelque chose sur lequel les gens vont pas aller. Et puis il y a la deuxième partie, qui est la plus sensible et la plus importante. On est dimanche, il est 14h, on a fait une bonne bouffe en famille, il a un rayon de soleil, il fait pas trop froid, c'est l'hiver, on va se promener avec la famille, on fait un petit tour. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Savoir où on chasse ou savoir plutôt où on chasse pas. Moi, je pense que ces gens, il faut leur faire quelque chose de plus simple possible. Une application qui dit, ces territoires-là ne sont pas chassés. Il y a beaucoup de territoires où on chasse pas. 1/3 du territoire national n'est pas chassé. Donc, essayons déjà de répertorier sur une carte ce territoire, et je pense que ça va aider beaucoup les gens. Alors, la chronique judiciaire de la chasse a été récemment à un tribunal de Cahors qui a condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une suspension à vie de son permis de chasse un chasseur qui avait tué un riverain, condamné pour homicide involontaire. Est-ce que le sursis, ça vous semble une bonne mesure? Est-ce que c'est trop indulgent, pas assez? Moi, je peux pas commenter une décision de justice. La justice est faite comme ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est un drame terrible. C'est une erreur. Enfin, c'est une erreur, mais qui est inacceptable. Voilà, nous, on demande que ce genre de personnes ne puissent plus jamais tenir une arme de leur vie. Et c'est un minimum. Après, pour la justice et le reste. Après, entre nous, Christophe Barbier, est-ce que ce monsieur a voulu tuer cette personne? Non. Homicide involontaire, dit la justice. On est d'accord. Donc, mais homicide il était inexpérimenté. Il n'aurait pas dû avoir une... Il était expérimenté. Il avait passé un permis de chasser. Je pense savoir que c'est quelqu'un qui avait eu pas mal de problèmes personnels. Peut-être effectivement que ce jour-là, il n'était pas tout à fait dans une journée normale. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que même moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse à un moment confondre un sanglier avec un homme dans son terrain en train de couper du bois. Mais ça se passe tous les jours dans d'autres domaines de la vie. L'organisateur de la battue lui-même est suspendu pour 5 ans de chasse. C'est normal, quand on est organisateur de battue, on est responsable
on est organisateur de battues, on est responsable, on est surtout responsable effectivement de donner correctement le cadre de la chasse. Je me rends compte à travers ce que j'ai lu que le cadre n'a pas été tout à fait bien correctement donné. D'ailleurs, c'est pourquoi dans les mesures qui vont être mises en place, il y aura dorénavant une obligation sur les règles de sécurité extrêmement strictes qui sont définies au niveau national et qu'il sera obligé de dire avant chaque battue et chaque partie de chasse, c'est ce qui me paraît être un minimum. Alors, on peut chasser dès 16 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à 16 ans jusqu'à 18 ans, soit être accompagné, comme lors de la conduite accompagnée en automobile, soit peut-être être limité dans l'usage de certaines armes puissantes, de certains calibres puissants ? La question se pose à l'envers. Est-ce qu'il y a des jeunes de 16 à 18 ans qui provoquent des accidents ? La réponse est non. Ils sont extrêmement bien formés. Ils sont bien formés, puis ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme physique, ils ont une bonne vue, ils ont une bonne vue, tout ça. Bon, je veux dire, c'est pas là où on a des accidents. C'est pas du tout cette classe d'âge qui a des accidents. Maintenant, vous savez, la chasse, c'est quelque chose de collectif. Ça n'arrive jamais qu'un gamin de 16 ans soit livré à lui-même et soit seul à la chasse. Il est toujours entouré par un groupe de chasseurs. Donc déjà, naturellement, il y a des conseils. Bon, après, les armes de chasse, si vous pouvez pas tirer avec une carabine pour tuer un sanglier, vous allez pas le tuer avec une fronde. Donc, dans ce cas-là, c'est dire que tu vas pas à la chasse, et c'est tout. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer comme ça. On les encadre bien, les jeunes. Il n'y a pas de problème avec la jeunesse. C'est d'ailleurs un peu le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gros gibier, donc on est obligé d'utiliser des armes puissantes, et les accidents, quand il y en a, ils sont forcément graves. Le changement de population cinégétique a un impact sur la dangerosité de la chasse. Un impact, oui et non. Faut bien quand même se rendre compte qu'en 20 ans, on a divisé par 5 les accidents. Mais on a multiplié par 5 le nombre de grands gibiers. Vous voyez l'effort qu'on a fait sans aucune réglementation, sans aucune législation. Le Parlement n'a pas statué sur la chasse depuis des années. C'est la première fois qu'on nous propose des mesures de sécurité par nous-mêmes et uniquement par nous-mêmes, à la force du poignet et en sélectionnant dans nos troupes et en excluant sûrement beaucoup de gens, comme je l'ai demandé depuis des années. On a divisé par 5 les accidents. Donc on a fait un énorme boulot, on continuera à le faire. Nous, ce qu'on veut, c'est 0 accident, comme tout le monde. Alors les jeunes, vous le disiez, sont souvent en pleine forme. C'est pas la classe la plus dangereuse. Donc le problème se pose pour la limite d'âge pour les plus âgés. On a trouvé des accidents de chasse, d'après le rapport du Sénat, avec des chasseurs de 77, 81 et 102 ans. Est-ce que c'est raisonnable de chasser à 102 ans ? Est-ce que c'est raisonnable de conduire une voiture ? Est-ce que c'est raisonnable de chasser ? Je ne vois pas pourquoi on mettrait effectivement une limite d'âge pour la chasse, alors que je le redis, avec 8 malheureux accidents mortels, mais c'est 8 quand même, et j'en suis tout à fait conscient, sur 30 millions d'occurrences de chasse, la chasse est beaucoup moins dangereuse que tout le reste, c'est que 4% des accidents provoqués effectivement dans la nature. Donc je pense que les chasseurs, j'en suis sûr même, ne sont pas accidentogènes, plutôt moins d'ailleurs à cause de la formation, des rigueurs, du cadre. Il faut peut-être encore encadrer par des visites médicales quand on est très âgé. Est-ce qu'on a encore moi, je suis pour l'instant pas favorable. On fait ça, ce genre de choses. Sinon, il y a un moment, on exclut les vieux, faut le dire honnêtement, Alors voilà, parce que t'as tel âge, t'es un vieux con et tu peux plus aller à la chasse, ou tu peux plus conduire ta voiture, ou tu peux plus ci, tu peux plus ça. Je suis contre ça. Par contre, naturellement, on encadre les personnes plus âgées. On leur demande pas d'efforts non plus dangereux. On les met pas à des endroits qui peuvent être effectivement où il faut prendre une décision, où ça peut être un petit peu plus délicat qu'ailleurs. Voilà, je demande. Ça s'organise. Que faites-vous pour la féminisation de votre sport ? On ouvre effectivement les portes de la chasse au maximum, et on se rend compte d'ailleurs que si on a moins de 3% de femmes qui chassent aujourd'hui, annuellement, elles représentent 20% des personnes qui s'inscrivent au permis de chasser. Nous n'avons jamais connu un tel engouement chez les jeunes, d'abord en général, et chez les femmes pour rejoindre effectivement les rangs des chasseurs. Est-ce qu'elles demandent d'autres pratiques ? Il y a eu la mode de la chasse à l'arc, par exemple. Alors, c'est plus qu'une mode, et ça c'est une pratique. Le gouvernement ne m'a toujours pas répondu et bloque toujours ce dossier. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui veulent chasser à l'arc chez les jeunes, donc c'est une bonne question, Christophe Barbier, et on me bloque ce permis. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas utiliser une arme à feu, je veux utiliser un arc, qui n'est pas accidentogène par rapport à une arme à feu. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à faire valider, alors que ça fait 4 ans que ça dure, de pouvoir passer un permis de chasser. Moi, j'ai des jeunes qui arrivent, qui me disent, voilà, et particulièrement des jeunes femmes, je veux chasser avec un arc parce que j'aime pas les armes à feu, je tuerai probablement très peu d'animaux, je les mangerai, j'aurai du plaisir et ce sera convivial à partager ce moment. Mais arme à feu. Je veux un permis juste pour utiliser un arc. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut absolument qu'on arrive à obtenir ce permis de chasser uniquement à l'arc. Alors, on constate un changement de nature sur le débat sur le bien-être animal. On l'a vu avec la corrida, la chasse et l'abattage rituel. Vous vous sentez solidaire de tous ces combats, c'est-à-dire le lien à l'animal? Oui, tout à fait. Faut le tuer quand même à un moment donné. Oui, bien sûr, faut arrêter de se mentir, et j'aime pas cette hypocrisie, voilà. Et je suis solidaire effectivement de tout ça. Et franchement, ces gens, politiquement, cette écologie radicale qui aujourd'hui prend comme argument effectivement, je dirais l'antispécisme, qui prend comme argument l'anticorrida ou l'antichasse,
c'est que ces gens sont quand même en train de semer les graines d'une tempête à venir. On est en train de fracturer sociétalement ce pays comme jamais on l'a fracturé. Les urbains contre les ruraux? C'est pas tout à fait ça d'ailleurs. En fin de compte, la chasse, c'est pas quelque chose qui est spécialement rural. On trouve des chasseurs partout. C'est plutôt un mode de vie, effectivement, une façon d'appréhender les choses totalement différente. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de semer effectivement les graines de quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Ils seront responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut se réguler par le vote, le débat public. Dès la corrida, il y a eu un immense débat public. Au moins, les gens se sont fait une opinion. On n'avait pas besoin du débat public, c'est ça qui est inquiétant. Il y a encore quelques années, on n'avait pas besoin du débat public. Vous savez, dans les campagnes, on parle du partage de la nature. Tout le monde vivait heureux. Gérard avait un bois, il laissait Paul et Thérèse se promener dedans tous les dimanches parce qu'il savait que lui, il allait à la chasse le samedi après-midi. Ça s'auto-régulait. Mais il n'y avait pas de problème. Et aujourd'hui, vous dites à des gens, tous les jours, vous leur répétez, la nature est à tout le monde, la nature est à tout le monde. Donc eux, ils pensent que la nature est à tout le monde. On prend la voiture, on fait quelques kilomètres, on s'arrête, il y a un bois, je m'y promène. Il y a un gros con de chasseur dans ce bois, dis donc. Mais qu'est-ce qu'il faut là? Il est juste chez lui, le gars. Et on l'insulte. Ça, c'est à cause de ces gens qui ont colporté effectivement ces mensonges permanents sur la nature. Et face à cette dérive du débat, est-ce que vous pourriez mener une liste aux européennes, par exemple, comme jadis chez PNT? Disons qu'il y a un moment, on se pose la question. Donc moi, j'ai beaucoup lutté effectivement et je me bats pour toutes ces valeurs qui sont effectivement rurales, autour de la ruralité, comme on le dit. Ça peut donner une liste mais pas que. Ça peut sans problème donner une liste aux européennes. Et je pense qu'on va faire beaucoup mieux que les écolos si on devait le faire. Willy Schren, merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invité sera Fabien Di Filippo, député LR de Moselle.